gospel road, I'm gospel road relying. I can't really explain the fact that you believe and you lie. Can't really explain the fact that I'm really lying. Venez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Venez, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Yes, papa. Mais papa, je t'ai laissé des messages, hein, tu m'as pas fait de retour. Tu m'as pas fait de retour. Bonsoir, mesdames et messieurs. Arrivez rapidement qu'on s'entretienne. Voilà, arrivez qu'on s'entretienne, qu'on puisse échanger ensemble. Mesdames et messieurs. Ouais, mon vieux Benzo Bonsaï. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Non, c'est à Jojo Gabana que je m'adressais, à Jojo Gabana. Jojo Gabana. Ouais, ça va mon vieux, ça va. J'espère que ça va aussi chez toi, mon vieux Benzo Bonsaï. La famille va bien, la maman va bien. Toute la famille nickel. Je salue Sensei, Adja, et celles qui vont arriver au fur et à mesure. Ceux qui m'ont pas dit aussi bonjour, bonsoir, pardon. Je profite pour vous transmettre mes salutations. Nickel, alright, nickel. Là, on revient du boulot et puis on va essayer d'échanger. Moi, je remercie déjà pour commencer tous ceux, toutes celles, parce que je vois qu'il y a quand même une effervescence de pas mal de personnes qui viennent me voir en PV, qui viennent me remercier pour le travail de recherche, pour tout ce que je fais, qui me remercient, des personnes plus âgées que moi, qui vraiment disent que voilà, il y a des choses dont je parlais il y a des années, et qui comprennent maintenant ce que je disais, qui saluent, qui louent le travail de clairvoyance, le travail de vision abattu avec des frères et sœurs, qui comprennent la démarche dans laquelle on est, qui est une démarche qui peut être considérée de solitaire, mais de vrai ou d'authentique. C'est moi qui vous remercie. Et vous voyez que dans ma singularité et dans mon côté un peu têtu, je fixe droit le cap. Et merci, parce que actuellement je reçois pas mal d'ondes positives et je suis même étonné parce qu'à un moment pas que je croyais plus, mais bon, on considère plus ces choses-là. Mais quand on voit le changement qui s'opère dans les façons de concevoir et des pensées de toutes les personnes, on ne peut que dire merci et on ne travaille pas en vain, on ne parle pas en vain et qu'on n'adresse pas des messages en vain. Et je suis plus que confiant pour ce changement, les nouveaux leaders qu'il y aura. Je pense qu'il y aura aussi d'une Saint Blanc qui en fera partie. Quand je dis une Saint Blanc, c'est-à-dire la façon de penser, hein, pas ma personne, mais d'une Saint Blanc qui apportera sa touche. Ça, j'en suis persuadé. Et on a été à la bonne école. On était à la bonne école. C'est vrai qu'on ne nous comprenait pas. On disait qu'on était des jeunes qui sont naïfs, un peu bandits, un peu impolis sur les bords. Mais quand on voit le travail qu'on a battu, on n'a pas envié quelqu'un sur Internet. Et aujourd'hui, je peux dire que sur la toile, en tant qu'Ivoirien, originaire de la Côte d'Ivoire, on a du respect pour nos papas, nos vrais professeurs. On a du respect pour ceux qui sont vrais, qui sont authentiques. Mais on n'a pas envié quelqu'un ici. On a des gens qui font du bruit, qui ont de l'audience pour des circonstances. On a des jeunes aussi qui ont une manière de communiquer pour des circonstances. Mais on n'a pas quelqu'un envié ici. Ce qu'on a entrepris, quand je dis on, c'est les gens avec lesquels j'ai bossé, j'ai réfléchi, j'ai discuté. Il y a d'autres même qui étaient découragés, qui ont perdu espoir. Il y a d'autres. Mais toutes ces personnes-là, vous n'avez pas envié quelqu'un ici.
Parce qu'à l'époque, on se moquait de nous. À l'époque, on se moquait de nous par rapport aux idées qu'on émettait. À l'époque, on nous prenait pour des gens qui rêvaient. À l'époque, on nous prenait pour des incapables. À l'époque, on nous prenait pour des combattants du salon. À l'époque, on ne comprenait pas notre combat. Pourquoi d'autres se pressaient d'aller à Abidjan et nous, on continuait de parler sur Internet. Maintenant, si on calcule les deux là, entre ceux qui sont sur le terrain à Abidjan et ceux qui sont loin, mais qui parlent et qui donnent des messages là, quelle est l'efficacité du message entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont à distance? On n'a pas envié quelqu'un. On n'a pas envié quelqu'un. Parce qu'on était sûr que d'abord, c'était de façonner l'homme. On façonne l'homme pas par la proximité qu'on a de l'individu. On façonne l'homme par rapport à ce qu'on dit, par rapport aux prédispositions. Et puis vous savez, ce qui rend un homme encore respectable, c'est la façon, sa capacité de pouvoir analyser et diagnostiquer une situation sur 5 ans. Lui, il peut te dire que celui qui est venu faire un pacte politique n'est pas sincère. C'est un tricheur. Au début, on va douter de toi. On va te dire, non, mais lui, là, il raconte quoi? Mais quand ça s'avère, on te dit, non, lui, là, même s'il a distance, c'est un bon professeur. C'est pour cela, dans certaines universités, il y a des cours qu'on fait en ligne. Avant, à l'école, le professeur était forcément en classe. Or, maintenant, vous pouvez être à Tokyo et au fin fond, être dans le fin fond des Dananés et apprendre auprès d'un professeur. Le professeur n'a pas besoin d'être sur place. On appelle ça des cours à distance, des travaux à distance, mais ils sont efficaces. Il n'y a aucune différence. C'est ce que nous faisons. Les Franklin Yamsi, eux, appellent ça des cours magistraux. Nous, on fait ça dans un autre registre parce qu'il faut adapter notre façon de parler à différentes personnes. Nous, on va dire on baille. Mais quand on baille, là, c'est précis, c'est des frappes. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui ont institué ça sont très peu nombreux. Et je ne vais pas faire l'orgueilleux. Mais par moment, il faut dire la vérité. Quand quelque chose tu as fait, il faut dire que tu as fait. Tout le monde m'a vu ici sur Internet. Quand j'ai commencé, on m'a combattu. Même des proches qui étaient avec moi. On a eu des divergences d'idéologie. Mais à la fin, là, c'est qu'est-ce que l'enfant avait dit? Est-ce que c'est réalisé? Prenez toutes mes vidéos. Elles sont là. Même ce que j'ai dit sur le Sénégal. Aujourd'hui, on est au Sénégal. Mes vidéos sont là. Donc, je n'ai pas je ne peux même pas me comparer à quelqu'un. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, je vous parle ouvertement. J'ai rien à prouver. J'ai absolument rien à prouver et démontrer ici. Parce qu'on dit au commencement était la parole. Donc si c'est la parole, c'est ma bouche, je parle. Prenez toutes mes vidéos. Et maintenant, je vais commencer. Il fallait que je dise ça aujourd'hui. Mais merci à ceux qui viennent en PV me dire merci. Merci à ceux qui m'ont suivi et qui voient aujourd'hui, leurs yeux sont ouverts. Ils savent comment le monde fonctionne. Merci à toutes ces personnes qui au début n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup m'ont combattu, beaucoup ne savaient pas où j'allais. Mais ces personnes-là viennent me voir. Ah frère, c'est comme si, c'est comme ça. Et je leur dis, ce n'est pas, on est qu'au début. Ce n'est que le début. Parce que quand on commence un livre, il y a ce qu'on appelle la préface. Après la préface, il y a le sommaire. Après le sommaire vient maintenant l'introduction. Et après l'introduction, maintenant vient, d'accord, le livre dans lequel on doit rentrer. Dans les différentes parties du livre. Mesdames et messieurs, ce soir, je suis encore venu m'entretenir avec vous. Parce que j'ai découvert un sursaut à la réconciliation des Ivoiriens. Voilà que depuis quelques jours, les Ivoiriens eux sont solidaires et disent qu'il ne faut plus que les étrangers viennent diviser les Ivoiriens entre eux. Et ils disent que depuis cette CAN, ils ont retrouvé un sursaut en ce qui concerne le patriotisme ivoirien et que les erreurs qu'ils ont commises ou qu'elles ont commises dans le passé, plus jamais ils vont ou elles vont commettre et ils ne veulent plus qu'un seul étranger rentre entre eux, d'accord, en ce qui concerne leur unité et leur union. J'ai lu des manifestes, des odes à l'amour des Ivoiriens. J'ai vu des jeunes Ivoiriens venir se filmer, donner même des prétextes que la guerre de 2010 a tellement traumatisé les Ivoiriens que depuis ce jour, les Ivoiriens sont réfractaires à la violence, sont réfractaires à la guerre et qu'ils veulent au-dessus de tout leur unité, leur sursaut, leur union. Alors, quand c'est comme ça, vous regardez ces vidéos, en dessous, vous allez avoir des émoticônes de cœur, des émoticônes tristes avec les larmes qui coulent,
des messages qui disent Yako, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, des émoticônes. J'ai vu aussi, même l'opposition, et je vais citer cette personne, en la personne de Steve Biko, qui est au PPACI, qui a dit, est-ce que la CAN ne serait pas une aubaine pour que Alassane Ouattara puisse faire des gestes, d'accord, d'apaisement et de réconciliation, en profitant pour libérer les prisonniers politiques, en profitant pour faire des gestes forts en ce qui concerne la réconciliation entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est un panafricaniste, M. Steve Biko, qui l'a dit. Des personnes comme Jean Bonnet ont vu à partir de la photo de Tidiane Thiam et de M. Billon, oui. Si. 22h. Ouais, ils m'ont décalé. Maintenant, attends. Attends. Maintenant, si tu veux, je peux te demander d'annuler. Si, Non, mais je suis sérieux. Si tu... Oui, mais c'est pas grave. Mais... Monsieur Jean-Luc, excusez-moi. Monsieur Jean-Luc Billon et ces personnes, donc Jean Bonnet a demandé que même Laurent Gbagbo pourrait participer aussi à cet événement. Donc, on a ce sentiment d'union dû à la passion du ballon rond qui est le football. Mais, écoutez, je vais vous décevoir parce que je ne fais pas partie de ces Ivoiriens-là qui, à partir de la CAN, se sentent Ivoiriens. Je ne vais pas attendre d'avoir un commentaire de mon frère du Burkina Faso ou de mon frère du Sénégal ou de mon frère du Mali pour dire que nous, les Ivoiriens, on n'est pas aimés. Je suis désolé, chers amis. Pour moi, on appelle cela un comic storytelling. C'est-à-dire que vous jouez sur la fibre des sentiments comme les Américains le font. Vous savez, les Américains, quand ils reçoivent des prix, ils vont, ils montent, et puis ils remercient leur maman, ils remercient leur papa, et pourtant, ils ne regardent même pas leur maman, leur papa. Ils jouent sur la corde des sentiments. Et je vais vous donner la recette pour pouvoir planter le socle de l'union et planter le socle du patriotisme et d'être fier d'être ivoirien. La première des choses, la CAN ou un événement sportif, à ce que je sache depuis que je suis né, n'a jamais pacifié un pays et réconcilié des États. Je répète, depuis que je suis né, je sais qu'il y a eu une rencontre entre le Salvador et je crois le Honduras, où il y a eu des morts. Ça existe. Quand il y a des rencontres sportives, il peut y avoir des déchaînements entre les supporters, il y a des morts. Mais à ce que je sache, depuis que je suis né, je n'ai pas entendu qu'un événement sportif a réconcilié un peuple dans son pays. La preuve, ce n'est pas la première fois qu'on fait des démarches de tentatives de paix. Et en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de la qualification de l'équipe de Côte d'Ivoire pour le mondial, où l'équipe de Côte d'Ivoire et Didier Drogba à sa tête se sont mis à genoux pour demander aux fractions rebelles, les MPCI, dirigées à l'époque par Soro Kibafori Guillaume, en 2005, merci, et le pouvoir d'Abidjan, qui est le pouvoir de la République, qui était dirigé pendant le temps par Laurent Gbagbo, de baisser les armes et de prioriser le dialogue et la fraternité entre frères. L'image était émouvante, elle donnait des larmes aux yeux, mais nous avons vu la réalité des choses. Déjà en 2006, avec la marche sur la RTI du camp RHDP, suite à la prorogation du pouvoir d'État des élections, suite à la situation d'exception, la présence de la rébellion, et ensuite les événements de 2010 qui ont accouché voilà, cette prise de pouvoir par M. Alassane Dramane Ouattara, soutenu par la France et la communauté internationale. Et aussi, n'oubliez pas le massacre de nos parents dans le Grand Ouest. Dans le Grand Ouest, tout simplement de Côte d'Ivoire. Et il y a eu un génocide. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon? Quels sont les faits marquants des événements de 2010 principalement? Il y a eu des arrestations, en grand nombre.
des exils, il y a eu des jugements à sens unique en Côte d'Ivoire. On a jugé par exemple les assassins du colonel Dosso. Le procès il était expéditif. Les assassins du général Robert Guéhi, les auteurs ça a été expéditif. Les assassins des 8 femmes et tout, ça a été expéditif. Tout ce qui est force loyaliste, abbaye, Doboblé, tout et tout, ça a été expéditif. Tous ceux qui étaient Mahangaé, tout ce qui était Fezassi et autres, qui étaient représentants syndicalistes, qui étaient à côté du régime Laurent Gbagbo, ça a été expéditif. Et puis, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour le massacre qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un citoyen d'origine burkinabé, qui est M. Amadé Oueremi, un monsieur qui s'exprime à peine. On nous le présente, on nous dit c'est lui qui est l'auteur de ces génocides. C'est Amadé Oueremi qui a organisé tout ce génocide. C'est-à-dire que lui et ses complices n'ont pas été appréhendés. On nous dit, on nous présente un monsieur Amadé Oueremi qui parle à peine. Je pense qu'il est décédé, non? Et qui serait décédé et tout et tout. Il est mort. Et puis, on avance dans le plus calme des mondes, en Côte d'Ivoire. Quand on tient un discours qui n'est pas dans la vision, d'accord, de la du pouvoir d'État, c'est-à-dire du RHDP, quand tu parles, d'accord, on te dit, fais attention à toi. Ne rentre même pas dans ton pays d'origine parce que le discours que tu tiens, tu as de fortes chances que tu rentres, en fait, que tu te fasses arrêter. Et moi, je vais vous le dire, je connais quelqu'un en particulier, ce qu'il a sauvé, en fait, c'est son passeport. Et cette personne même ne parle même pas comme moi. Cette personne, peut-être, a pris des initiatives pour faire quelques marches à Paris. Quand il est arrivé, il a été chopé. Il a été chopé. Il a fait 2 jours, ils l'ont travaillé au corps, et quand il a sorti son passeport français, on lui a dit de quitter la Côte d'Ivoire, de rentrer chez lui, de retourner en France. Cette personne ne parle pas comme moi. Alors, vous comprenez que quand on n'est pas dans le discours, dans l'élan, d'accord, de la vision d'État selon un groupement politique, il y a de fortes chances qu'on soit, d'accord, sous le couvert ou sous le courroux, on va dire, de la justice monocolore de Côte d'Ivoire. Donc, les jeunes, je vous appelle les jeunes, parce qu'on peut beaucoup parler. Vous savez, quand vous venez vous parler, vous dites par exemple, oui, le téléphone est cher, oui, le temps est cher, il faut que l'État essaie de voir. Vous ne gênez aucunement l'État de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des petits parleurs. Souvent même, vous savez, je vais vous expliquer, c'est comme ça. Madame, les preuves de ce que j'avance, il faut aller dans la presse. C'est pas, je ne parle pas dans le vide. Moi, je vous ai déjà proposé, madame, de venir prendre la parole ici à visage découvert. Venez prendre la parole à visage découvert et qu'on échange. Moi, je ne suis pas contre l'échange, hein. Mais écrire des choses qui n'ont pas de sens, on ne fait pas ça avec moi. Allez voir peut-être des gens du RHDP, les gens de l'Adji Shérif et autres là, mais pas avec moi. Ici, c'est vraiment, c'est assez recherché, c'est assez fin, d'accord? Merci. Alors, donc, à partir de cet instant, où on voit que tout a une seule lignée, a une seule voix, a un seul sens, à partir de ce moment, on se pose des questions. Et c'est pour cela, vous remarquerez dans mon langage, d'autres pensent que c'est parce que je suis hautain par ma façon de faire, quand je m'exprime, je dis votre pays. Parce que je ne me reconnais pas dans cette Côte d'Ivoire. Oui, je vous le dis, j'ai le passeport, mais je ne me reconnais pas dans cette Côte d'Ivoire. Déjà, en grandissant, j'ai étudié aussi Félix Houphouët-Boigny. Alors, le récit angélique et le récit candide que mon père et ma mère me faisaient sur l'époque où Houphouët-Boigny n'est pas forcément le même que le mien. Parce que j'ai lu et j'ai connu Houphouët-Boigny sous différentes périodes. L'affaire du chat noir, j'ai vu aussi les années 70, le guébier, le Saint-Louis et autres. Donc, j'ai un esprit plus ouvert et plus critique par rapport à la gestion étatique d'Houphouët-Boigny. Mais, alors, vous savez, après avoir, j'ai mon propre point de vue en fait en ce qui concerne Houphouët-Boigny, mais quand même, je me dis que sur Houphouët-Boigny, il y avait quand même une dose de reconnaissance, surtout en termes de valeurs. En Côte d'Ivoire, on n'était pas dans cette décadence à outrance de tout ce qui est valeur plus ou moins africaine. L'avènement du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara a été vraiment une paupérisation de tout ce qui est valeur résiduelle des Ivoiriens. L'argent, on dilapide les ressources d'État,
on réalise, on surfacture, on ne rend compte à personne, on fait des nominations claniques, c'est-à-dire qu'on peut mettre des membres de sa famille partout. En Côte d'Ivoire, ça ne gêne personne, on accepte Vous savez, le misérabilisme, en fait, l'esprit de défaite a tellement pris les Ivoiriens qu'en fait, on en fait une dérision, on rigole, parce qu'on n'a pas de moyens de secours. Vous voyez, quand on perd, par exemple, les matchs et on rigole, c'est pas parce qu'en fait, on est fier de perdre. Aucun être humain n'est fier de perdre. C'est parce qu'en fait, on a perdu espoir. On se dit qu'on ne peut plus revendiquer. On est cloué au pilori. On ne sait pas quoi faire. Donc, on en fait une dérision. C'est devenu une marque de fabrique pour nous. D'accord? Et donc, c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous constatons. D'accord? Et moi, je ne me reconnais pas dans cette Côte d'Ivoire. Je ne me reconnais aucunement dans cette Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, je ne me reconnais pas dans cette Côte d'Ivoire. Je me reconnais dans une Côte d'Ivoire qui met en avant des valeurs telles que le travail. Je me reconnais dans une Côte d'Ivoire qui aussi donne les droits à tous les enfants de la Côte d'Ivoire sur la chance, pas sur la proximité avec un parti politique. Quand un journal comme, par exemple, le journal Le Patriote indique... Richard Decuper. Bon, je ne sais pas si c'est un pseudonyme ou c'est une vraie personne, mais je vais vous répondre. Monsieur Decuper, moi je ne déteste pas Alassane Dramane Ouattara. Vous savez pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas le maître d'un système, monsieur Decuper. Alassane Ouattara reçoit des ordres, d'accord, d'un pays. Bon, c'est pas Alassane Ouattara mon problème, monsieur Decuper. Mon problème, c'est que c'est l'intelligence des masses ivoiriennes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas encore souverains. Moi, je ne fais pas un combat politique contre le RHDP. Moi, je fais un combat, je le dis, pour la souveraineté de mon pays, de mon État. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais vous donner un exemple simple, monsieur Decuper. Vous me demandez si j'ai les preuves. En Côte d'Ivoire, le nombre d'entreprises françaises avoisine 1000, d'accord, 1000 entreprises déclarées par le MEDEF. Allez à la CCI.fr, Côte d'Ivoire, qui est la Chambre de commerce et d'industrie, d'accord? On a 1000 entreprises officiellement. On a à peu près 300-400 groupes qui sont considérés comme des firmes, des multinationales. Maintenant, regardons en Côte d'Ivoire combien d'entreprises les Ivoiriens ont, monsieur Decuper, et on pourra discuter ensemble. Je ne discute pas dans le vide. Je ne vous ai pas dit d'aller sur un journal ou sur un site internet ivoirien. J'ai dit, allez sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Français en Côte d'Ivoire et sur le site du MEDEF. Vous tapez sur Google liste des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Et puis, vous allez me donner le sens de ce que c'est. Vous m'avez demandé les preuves, monsieur. Alors, les preuves, je ne les ai pas dans ma poche. Les preuves, ce n'est pas mon père qui les a créées. Les preuves, ce n'est pas des proches à moi qui les ont créées. Ce sont des preuves qui sont factuelles, cher monsieur. Je vous ai dit, quand vous parlez de populisme, sachez mesurer vos mots, parce que vous ne parlez pas à n'importe qui, monsieur. J'ai pris la peine quand même, d'accord, de bien me documenter et de savoir de quoi je parle avant de venir m'asseoir ici, cher monsieur. Alors, vous passerez le message aussi à monsieur Alassane Dramane Ouattara, parce que je pense que vous êtes complètement trompé sur ma personne, pensant que je faisais un combat contre monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas du tout mon niveau, monsieur. Moi, je parle de la souveraineté de mon pays. Alors, cher monsieur, et voilà, je vais répondre également. Vous me dites, d'accord, vous êtes bien en France et vous participez à la construction de la France. Monsieur, vous voulez que j'aille où? Est-ce que la France, avant d'arriver chez moi, d'accord, quand ils ont fait leur bataille de Tia-Salé, vous savez que je suis originaire du peuple baoulé. Il y a eu un génocide où plus de 1000 personnes ont été tuées, d'accord, dans cette bataille commandée par monsieur le commandant Marchand, qui est occulté dans nos livres d'histoire. Est-ce que vous m'avez demandé, en fait, une autorisation pour venir, en fait, massacrer mes parents? Vous l'avez fait? Je parlais baoulé depuis bien de générations. Vous savez pourquoi je parle le français? Ce n'est pas parce que je suis allé dans un institut pour apprendre le français. C'est par l'épée, monsieur, qu'on m'a légué, en fait, cette langue. Donc, connaissez l'histoire d'abord avant de jouer sur les sentiments. Vous voulez que j'aille où, à votre avis? Quand on m'impose une langue, on m'impose un destin, on m'impose une vision, une façon de voir. Vous voulez que j'aille où, monsieur Decuper? Que j'aille sur Pluton, sur Saturne? Vous voulez que j'aille où, monsieur? Bah, bien évidemment. Le lait et le beurre, ils viennent de quelque part. Donc, il est naturel que j'aille vers la vache, cher monsieur. D'abord, vous venez traire la vache chez moi et quand je demande du beurre ou du lait, je vais vers le pôle de transformation, d'accord, du lait et vous vous plaignez. Mais c'est être complètement malade, cher monsieur.
Vous faites souvent ce genre de rhétorique, en fait, à mes frères. Et mes frères, ils ont honte. Vous voulez que j'aille où? Pourquoi, naturellement, les Jamaïcains se rendent en Angleterre? Vous croyez que quoi? C'est parce que, en fait, l'Angleterre est la Mecque. Ces Jamaïcains qui sont d'origine ghanéenne et autres, chers messieurs, ils n'ont pas demandé à venir en Jamaïque. Ils n'ont pas demandé à venir en Angleterre. Naturellement, quand vous créez quelque chose, il y a un mouvement, cher monsieur. Et vous me dites historien. Eh bien, bien évidemment, cher monsieur. Sans histoire, on n'est absolument rien. Je pense que monsieur Decuper, il ne connaît pas trop. Peut-être vous avez le passeport ivoirien, mais vous ne connaissez pas trop aussi l'histoire du continent. Amadou Ampateba disait que un vieillard qui brûle, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Autant pour moi. Et quand je sors de chez moi, l'histoire est partout. Dans les boulevards, dans les rues, partout. Il y a des noms, il y a des références, chers messieurs. Donc, on vit continuellement avec l'histoire. Alors, pourquoi voulez-vous que moi, le baoulé, je ne vive pas aussi de l'histoire? Vous savez, ne pensez pas que vous détenez tout, chers messieurs. Et effectivement, il y a certaines personnes qui s'inspirent très bien de votre mode de fonctionnement. Et doublement, ils sont avantagés, surtout quand ils savent d'où ils viennent. Donc, chers messieurs, je ne suis pas malheureusement celui que Frantz Fanon cite. D'accord? Peau blanche, c'est masque noir ou c'est peau noire, masque blanc? C'est peau noire, masque blanc. Je ne suis pas cette référence. Je suis une peau noire qui est complètement une peau noire. À l'intérieur et à l'extérieur, qui est complètement décomplexée de ce qu'il est. Donc, cher monsieur, souffrez que je puisse continuer, en fait, mon échange. Donc, je vous indiquais tout simplement, à partir de ce moment-là, on ne peut pas, en fait, prôner un angélisme entre nous, Ivoiriens. Des Ivoiriens réclament contre nous, Ivoiriens, on s'aime contre les autres personnes. Mais moi, je vais vous dire la vérité. J'ai des amis qui sont d'origine dahoméenne, béninoise, avec lesquels j'ai grandi. Je pense à un frère qui est aujourd'hui à Londres. J'ai jamais su qu'il était béninois. Ça ne me gênait pas. On jouait ensemble au ballon, on jouait ensemble au petit poteau. Alors, chère madame Juliette Conan, excusez-moi si je réponds aux gens, hein, c'est normal. Il faut qu'on les enseigne. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Nesta Marley. Il disait, dans une chanson qui est Redemption Song, il disait « Emancipate yourself from mental slavery ». Emancipate yourself from mental slavery. Il n'a pas dit « Emancipate yourself from physical slavery ». Parce que l'esclavage et l'état de coloniser ne se créent pas d'abord sur soi, physiquement. Ça se passe dans la tête. Parce que l'inconcevable existe chez le colonisé. L'inconcevable existe chez le colonisé, mais la conception existe chez celui qui se défait de la colonisation. D'où l'idéal pour mon pays de sortir des griffes, en fait, de cet esclavage. Or, d'apparence, il est maquillé comme s'il était indépendant. Donc, madame, c'est dans votre tête. Vous jouez avec les mots. Mais moi, je ne suis pas actuellement colonisé. Je sais d'où je viens, et c'est pour cela que je vous ai donné un pan de l'histoire en vous parlant de la bataille de Tiasalé que vous ignorez. À mon humble avis, je pense que vous appelez Conan, mais je pense que vous ne savez pas en fait d'où vous venez. Alors, donc, monsieur Decuper, fallait commencer par là. Mais je ne vais pas vous faire aujourd'hui un cours sur Alassane Ouattara et ça ne m'intéresse pas. Alassane Ouattara, je ne suis pas là pour faire un truc sur Alassane Ouattara. Alors, donc, à partir de ce moment, donc, moi, je ne suis pas en palabre avec le Burkinabé. Je vous le dis ouvertement. Je ne suis absolument pas en palabre avec le Ghanéen. Je ne suis pas en palabre avec le Sierra Léonais. Je ne suis pas en palabre avec le Libérien. Mais il est tout à fait clair que le Ghanéen, qui n'a pas le même objectif que moi, nous n'irons pas sur la même trajectoire. C'est naturel. C'est naturel. Entre les moutons souvent, dans les troupeaux, marchent par catégorie. Parce que les choses se font naturellement. Un aliéné ne pourra pas fonctionner avec moi. Parce que dans son idéal d'aliéné, je serai un populiste. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son idéal d'aliéné, moi, je suis un populiste. Est-ce que vous comprenez? Et même si je n'en suis pas un, c'est comme ça les choses fonctionnent. Donc, chez nous, nous avons une efficacité qui est le savoir. Transmettre le savoir. Parler, échanger. Mais nous ne sommes pas, j'ai pas besoin de... Soyons entre nous Ivoiriens. On n'est pas entre nous Ivoiriens dans la bêtise.
dans l'énormité. On n'est pas entre nous Ivoiriens. Qu'est-ce qui nous fédère? La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est trop petit parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il est dans un élan de paix par rapport à la CAN, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'il limite la Côte d'Ivoire en fait à la CAN. Moi, je ne limite pas la Côte d'Ivoire à la CAN. Il y a quelque chose qui est important, plus important que la CAN. On l'appelle la Constitution. C'est notre squelette, c'est ce qui régit le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans cette constitution-là, on a l'idéal, même qu'on ait ou pas voté pour cette constitution, on a des textes. On a des textes qui sont écrits noir sur blanc, qui fédèrent le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi nous faisons-nous fi de cette constitution? Et puis, on vient, on prend un événement qui s'appelle la CAN. Et puis, à partir de la CAN, on dit, les étrangers ne nous aiment pas. Ils ne nous ont jamais aimés. Vous avez vu dans la CAN, là, ils ne nous aiment pas. Les Maliens, vous avez vu comme ils ont parlé de nous. On n'a qu'à rester entre nous. Mais les gars, on n'est pas à Ozo Vacances. On n'est pas à Wané. Vous croyez que moi, personnellement, c'est la CAN qui va me fédérer? Non. Le jour où ces personnes qui sont tant inspirées par la CAN disent vous voulez qu'on soit ensemble? Les ministres qui ont commencé à voler dans tous les ministères en Côte d'Ivoire doivent être jugés. Je saluerai déjà votre première décision parce qu'elle est salutaire. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qui est pris par le ministre n'est pas son argent. Ni l'argent de son père, ni de sa mère, ni de son parti politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la plus grosse énormité que j'ai eu à voir, c'est qu'une parution d'un journal qui s'appelle Le Patriote ait dit à ses militants qu'ils allaient créer, ils allaient concevoir une banque du RHDP pour ces militants. Et ça n'a choqué personne en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est la plus grosse énormité qui puisse exister. Alors, cette banque-là, elle existait sous les fonds de qui? Parce que, considérons-nous, par exemple, nous, les jeunes, moi, par exemple, en tant qu'Ivoirien, j'ai jamais voté. Je n'ai pas de carte de militant d'un parti politique. Je n'ai jamais milité au PDCI-RDA, jamais milité au FPI, jamais milité au RDR, jamais milité au PIT, jamais milité à l'UDPCI, jamais milité dans un parti politique en Côte d'Ivoire. Bon, moi, on me dit que non, le RHDP va créer une banque pour ses militants. Mais avec l'argent de qui? Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dixit Félix Houphouët-Boigny. Donc notre plus grande richesse en fait vient des forêts. Hein. C'est des gens qui travaillent à la machette, qui principalement constituent la richesse en fait de la Côte d'Ivoire. Ok? Mais vous me dites que vous allez créer une banque du RHDP. Et les gens applaudissent et ils félicitent encore Alassane Dramane Ouattara tellement qu'ils sont lobotomisés. Ah non, franchement, Bois, il est trop puissant. Ah non, franchement, Alassane, il n'y a pas l'homme pour lui. Oh, c'est une énormité. Limite, c'est du nazisme politique. C'est du nazisme politique. Mais c'est passé comme une lettre morte. Doucement en Côte d'Ivoire. Et puis on est là et puis on avance au meilleur du monde. On a pris ça au second degré de dérision puis on rigole. Mais c'est l'une des choses, l'une des aberrations les plus scandaleuses qui puissent exister en politique. Ce n'est pas moi. Hein. Allez voir en fait le directeur en fait de publication du journal Le Patriote, qui est le journal entre guillemets qui soutient l'idéologie du RHDP. Ça n'a choqué personne. Chers messieurs, mesdames, donc voici des éléments sur lesquels on pourra discuter, discourir. Oui, franchement, avec la CAN, on se sent vraiment ivoirien, on n'a qu'à se mettre entre nous. Je pleure, en fait, tous ceux qui sont morts à Petit Dieucoué, à Guy Trozon. Vous savez qu'il y a des crânes, en fait, des crânes fissurés en bas de la terre où on marche et tout, qui sont là, qui demandent réparation et justice. Et puis on est là, on vit au meilleur des mondes comme si rien n'existait. Oui. Les grandes nations qui se respectent, en fait, n'exhument pas forcément tous les squelettes, mais elles exhument quand même la mémoire pour que, en fait, les choses puissent être rétablies dans l'air du temps. C'est de cela qu'il s'agit, tout simplement. L'avancée de mon pays. Vous savez, vous me faites rire quand vous parlez de l'avancée de mon pays. C'est deux gros mots. Une avancée, c'est un qualificatif, c'est un adjectif autant pour moi, qui parle d'une marge de progression. Et mon pays, c'est un mot qui, symboliquement, quand on parle de mon pays, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance. L'avancée, le contraire de l'avancée, en fait, est la régression. Et une régression, elle peut se voir par quoi? Par des facteurs économiques tels que, en fait, le PIB par habitant. Vous savez aujourd'hui que la prostitution est monnaie courante. Des filles se prostituent pour manger. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous appelez une avancée? Tiens, en passant, je discutais avec des amis. Bon, des frères, je dirais cela. Et puis, des gens disent qu'il faut regarder le côté positif de la CAN. Aujourd'hui, quand tu vas vers la côtière, par exemple, en allant vers San Pedro, Tabou et Fresco et autres, avant, on mettait 7 heures pour y arriver. Mais maintenant, on met 2 heures. Ça, c'est un point positif quand même qu'ils ont fait.
Il faut les féliciter. Tu peux pas tout le temps taper sur Alassane Ouattara. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner l'estimation sur la réalisation de ces infrastructures? Ils ont commencé à bégayer. Ils disent qu'on ne connaît pas un seul dirigeant en Afrique qui vole. Déjà, état de défaite. On est défaitiste. Quand on dit on ne connaît pas un seul dirigeant en Afrique, et pourtant moi je parle de la Côte d'Ivoire, hein, on dit on ne connaît pas un seul dirigeant en Afrique qui vole. Ok. Je dis, d'accord, mais la route là, l'estimation c'était combien? Les gens ne parlent plus. Je dis, ok, est-ce que vous avez expertisé la route pour voir si elle peut tenir d'ici 2 ans, 3 ans? Personne ne parle plus. Est-ce que vous avez fait la différence entre le montant qui était annoncé pour la réalisation de ces routes et le montant final? Personne ne parle plus. C'est la Côte d'Ivoire. Mais qui va rembourser? Répercussions dans les factures d'électricité, répercussions dans les taxes municipales, répercussions dans les prix les plus élémentaires. Qui va rembourser? C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est dans une capacité de... C'est vrai, ils volent, mais ils réalisent. Mais ils réalisent dans quelles conditions? Quand vous venez en Europe ici, vous savez que les Européens aussi volent tout autant. Parce que leur système politique, c'est un système d'emprunt. Hein. Ne pensez pas qu'on les a créés chez nous. On a emprunté leur système. Mais à un moment, il faut respecter quand même les gens. Et vous allez me parler d'une avancée, cher monsieur? Quand on est en Côte d'Ivoire, des journaux, ou même la Cour des comptes, d'accord, balance pour X ou Y raison, d'accord, des informations, où on dit 600 milliards disparaît. Le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire n'est même pas à même d'apporter une explication. Il n'y a que 2 journalistes qui viennent s'égosiller, d'accord, effectivement, qui viennent s'égosiller sur les plateaux télé. Il s'agit de M. Alafé Ouakili et M. André Silver-Conan. Eux, par magie, trouvent la destination, en fait, de ces 600 milliards sur un compte de la Direction Générale des Impôts. D'accord? Il faut se poser des questions. Qui sont-ils par rapport au gouvernement et les représentants du gouvernement qui ne sont pas même de donner des explications? Ce sont des journalistes qui viennent, qui nous donnent des explications. Alors, on nous dit que ce compte séquestre-là, en fin de compte, se retrouve en fait à la Direction Générale des Impôts. Et puis, on s'arrête là. On s'arrête là. Au meilleur des mondes, même si on n'a pas fait des études poussées en finance. Quand on parle, d'accord, de vérification ou d'audit, la moindre des choses, c'est de nous donner une traçabilité, en fait, de l'existence de ce compte. Alors, comment ce compte a été approvisionné? Sur quelle fréquence ce compte a été approvisionné? Quelle est la date d'ouverture de ce compte? Quand est-ce que les crédits ont été faits? Quelles sont les opérations qui se trouvent sur ce compte pour qu'on puisse lever toute suspicion? Mais pour l'instant, nous sommes omnibulés par la magie de la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi va la vie, en fait, chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors, Madame Juliette Conan, elle me dit, en tout cas, toi et ta famille, vous vivez en France, tu n'es pas dans le remboursement. Alors, chère madame, je ne vais pas vous décliner toute mon identité. La dernière fois, vous m'avez posé une question. Est-ce que j'ai des biens en Côte d'Ivoire? Pour votre grand malheur, madame, oui, effectivement, j'ai des investissements en Côte d'Ivoire. Pour votre grand malheur, madame. Et puis, il faut savoir, madame, c'est vrai que vous ne percevez pas la taxe de ce que j'envoie en Côte d'Ivoire. Mais un grand ami à la Côte d'Ivoire perçoit. Je vais parler de Western Union et compagnie. Mais je peux vous dire que je contribue largement en restant humble en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et il m'arrive aussi, madame, de fournir et de donner, d'accord, à des frères parce qu'ils ne sont pas dans une situation d'embonpoint. Mais je n'ai pas besoin, en fait, de venir faire comme Apuchou pour montrer ce que je donne. D'accord? Cela, il va aussi de notre éducation. Parce que nous avons une certaine façon, une certaine pudeur vis-à-vis de l'argent. On ne traite pas l'argent de façon ostentatoire en jetant en public. On n'a pas besoin de cela. Parce qu'on respecte quand même la discrétion et aussi la dignité de celui qui reçoit. C'est une question d'éducation et de principe. Chacun y va selon son époque. Alors, donc, pour revenir par rapport à ce que j'étais en train de dire. Donc, chers jeunes, chers parents, chers Ivoiriens, ce qui ferait principalement d'abord une vraie union, c'est que nous respectons d'abord nos lois. Et ceux qui bouffent notre argent, parce que quand on dit notre argent, c'est la somme de la valeur ajoutée, qui est la richesse de la Côte d'Ivoire. De tous ces paysans, de toutes ces mamans qui sont au bord des routes, nuit et jour, qui travaillent dans le vivrier pour nourrir nos populations, de toutes ces personnes que nous ne considérons pas, parce que nous avons une économie à caractère informel, la plupart du temps. Toutes ces personnes-là, les gens qui volent leur argent, doivent rendre justice devant le peuple de Côte d'Ivoire. Quelles seront les conséquences et quelle sera la répercussion par rapport à cette justice qui sera véritablement le reflet de ce qu'elle est, c'est-à-dire une balance qui n'est ni excédentaire ni déficitaire, mais une balance qui est équilibrée pour le peuple et pour la loi. C'est d'abord d'être exemplaire. Une justice qui est exemplaire,
elle donnera bien évidemment le sentiment d'appartenance à une justice nationale et une justice dans laquelle on se ressent en tant que patriote et en laquelle on se ressent en tant que citoyen, bien évidemment. On n'aura pas d'autre recours, si ce n'est que d'aller voir la justice de notre pays quand on est incompris. D'accord? On voit la justice pour régler des différends, des litiges fonciers, des litiges sur le pénal, des litiges en cassation, des litiges en appel et autres. C'est cela aussi, être patriote, avoir confiance en sa justice. Mais on se dit, si un procureur comme le procureur Adou entend, voit ma personne, et idéologiquement, je ne suis pas dans la tendance en fait du pouvoir, il y a de fortes chances que ma décision ne soit pas entendue ou que ma plainte ne soit pas entendue parce que je ne suis pas dans le sens et dans la direction du pouvoir. Alors là, on a une justice monocolore. Alors là, on se sent frustré. Alors là, on ne croit plus en la République. Alors là, on ne croit plus aux différents pouvoirs qui incarnent le pouvoir judiciaire. Et c'est pour cela, aujourd'hui, certains Ivoiriens se sentent mitigés. Certains Ivoiriens se sentent floués. Certains Ivoiriens entendent des discours qui ne se matérialisent pas. Certains Ivoiriens, aujourd'hui, sont dans le désespoir et dans le désarroi. C'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas toutes ces personnes qui ont été désabusées parce qu'ils n'ont pas le capital ou le pécule qui leur revenait de garder la terre ou ce que leurs parents les ont légué. J'ai une mémoire pour la famille Bundi qui aujourd'hui est passée aux oubliettes. J'ai une pensée aussi pour toutes ces familles qui sont déguerpies au niveau de la GESCO. Et comme l'effet de la canne passe comme un effet mirage, on ne s'en rend pas compte. Chacun vit comme la cigale et ainsi va la vie. Le vent nous emporte et c'est ainsi que les choses se passent. Je pense aussi à toutes ces personnes, le général Doboblé Bruno, qui n'a fait qu'appliquer la loi d'État, c'est-à-dire respecter la République. Parce que pour certains, ils oublient, la République continuait jusqu'au 11 avril 2011. Et il faut savoir que la République, c'était M. Laurent Gbagbo. Parce qu'en ce moment-là, l'ancien président du Conseil constitutionnel n'était pas manipulé par le diable. Jusqu'au 21 mai 2011, où il est venu l'avouer à Yamoussoukro devant tout le monde. Alors, en ce moment-là, si nous respectons les thèses de la Côte d'Ivoire, Doboblé Bruno n'a fait que respecter les lois de la République. Et de surcroît, il était à la garde républicaine et le commandant de la République. Qui pourrait mieux que Doboblé Bruno respecter les lois de la République? Il a fait que son job. Mais nous sommes aujourd'hui en 2024. 2011, il y a de cela 13 ans. Doboblé Bruno est encore enfermé. Et au meilleur des mondes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de sa famille, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de ses enfants. 13 ans, 13 années, c'est beaucoup de choses. Il n'a pas vu ses enfants depuis 13 ans. Vous imaginez la déstabilisation morale et psychologique que ses enfants peuvent avoir. Après, bien évidemment, j'aimerais bien que la justice de Côte d'Ivoire soit une justice scientifique qui nous démontre véritablement quels sont les faits qui sont, d'accord, quels sont les faits qui sont reprochés à M. Doboblé Bruno sans qu'on nous donne simplement une énumération des faits et d'événements qui ne sont pas forcément avérés, qui peuvent être effectivement vérité des paroles de l'évangile dans un camp politique, et d'accord, et qui peuvent être aussi paroles de présomption et de doute aussi dans un autre camp. D'accord? Il faut qu'une justice soit vraiment scientifique et qu'elle soit démonstrative de ce qu'elle dit. Je pense aussi à Abéi. Abéi qui était commandant aussi dans le camp d'Agbanjan la mairie. Abéi a été libéré. Mais Abéi n'a pas été réintégré. Abéi est devenu pasteur parce que Abéi a été marqué par les coups de la vie. Abéi a été séquestré. Abéi a des douleurs physiques. Alors d'autres me diront que oui, Abéi au moins il a eu la vie sauve. Et Robert Gueye n'a pas eu la vie sauve. Oui, il est bien beau et bien intéressant de prendre la vie de Robert Gueye pour en faire un argument politique. Robert Gueye, on nous dit qu'on connaît les auteurs de l'assassinat de Robert Gueye. Bien sûr, mais sur quel élément de preuve? Pouvez-vous le dire? Est-ce que moi, Nsa Toungla, si je suis interpellé aujourd'hui dans un camp de la DST, et je ne suis même pas l'auteur d'un coup d'État, et je suis simplement une personne qui tient un discours qui est contraire à ce que l'on partage à la télévision ivoirienne, ce que l'on partage, en tout cas dans les médias mainstream en Côte d'Ivoire. Si on m'arrête et on me séquestre et on me dit de dire que je fomente un coup d'État, vous croyez que je ne vais pas le dire? Vous savez ce que c'est que la torture mentale, la torture physique, juste pour simplement avoir la paix, pour ne pas continuer de me faire torturer. Vous savez ce qu'on peut me faire dire sur la torture? Alors, souffrez que j'ai quand même une petite dose de pourcentage de doute sur les méthodes qui ne me semblent pas très
catholique, loin d'être un catholique, en tout cas vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne m'offre aucune garantie d'avoir confiance en elle. D'accord? En lui, pardon. D'accord? Parce que déjà, quand les gens volent, ils se baladent. Comment voulez-vous que j'ai confiance en l'État de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il en est du DG du FER, Fonds d'entretien routier? Qu'en est-il du DG du FER? Où est-il? Il se balade en Côte d'Ivoire en toute impunité. Rien n'arrive à ce dernier. Pourquoi? Est-il si puissant ou parce qu'il a milité au RHDP? Pourquoi le DG du FER n'est pas arrêté, n'est pas auditionné malgré tout ce qui a été fait dans ce fonds d'entretien routier? Alors, venez me donner des explications, s'il vous plaît. Donc, souffrez que les Burkinabés soient mes frères. Souffrez que les Sénégalais soient mes frères. Souffrez que les Maliens soient mes frères. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Ghanéens n'ont jamais été autant mes frères que maintenant. Parce qu'à l'époque, j'avais des incompréhensions vis-à-vis de ces frères. Je me disais pourquoi ces frères tenaient forcément à soutenir un candidat et non une cause. Ce candidat était M. Alassane Dramane Ouattara. En ce moment, il y avait même des musiciens qui chantaient pour le panafricanisme. Un panafricanisme un peu mitigé. Un panafricanisme très septentrional. Je me rappelle quand j'étais dans le nord, à Korogo, j'étais encore très jeune, ils ont eu à brûler la préfecture, qui était à côté de la gendarmerie. Et puis, on est parti avec mon père le lendemain, poser des questions à certains professeurs qui étaient au collège DEM, au collège moderne de Korogo. Et ils ont dit, il y avait parmi les professeurs, il y avait un tonton là-bas qui était baoulé, qui a dit que les gars avaient menacé qu'ils allaient tuer les baoulés parce qu'ils disaient que les baoulés étaient les parents des Bédiers. Et puis mon père a dit, mais ça c'est un combat politique ça. Ça c'était le RDR à l'époque. Et la famille de Gon Coulibaly vivait. En ce moment, Kassoum Coulibaly, qui est un grand transporteur, qui est très respecté à Korogo encore, il vivait, il était militant du PDCI. Et on était inquiets. On était inquiets parce que moi j'étais d'origine baoulé. Donc je ne savais pas ce qui allait se passer à Korogo si les gens les attaquaient. Ça c'était la Côte d'Ivoire ça. Et c'était les faits d'armes. En ce moment, il y avait des dozos qui venaient même brûler aussi la préfecture de Korogo. Je vous parle de la préfecture qui est un symbole, qui est la représentation de l'administration principale. Donc cela fait partie des faits d'armes en fait du RDR qui est devenu le RHDP. Donc les donneurs de leçons actuels, il est bien beau de donner des leçons, mais il est bien beau aussi quand on veut lire sa Bible politique, parce que pour l'instant je pense que vous êtes au niveau des actes et des apôtres de votre Bible politique. Il faut revenir un petit peu à la genèse pour voir ces faits d'armes. Moi j'étais enfant en Côte d'Ivoire, mais quand le RDR devait faire une sortie à Abidjan, on nous interdisait de mettre les pieds dehors parce que forcément des bus allaient brûler. Parce que forcément des gens allaient peut-être se faire piquer au couteau. Oui, bien évidemment, on parlera du charnier de Yopougon. Et dans le charnier de Yopougon, effectivement, je pointe du doigt aussi le procureur Chimou, qui était procureur au temps de Laurent Gbagbo. J'aurais voulu qu'il y ait des démonstrations vraiment scientifiques poussées pour lever tout équivoque. Parce que je ne sélectionne pas les morts. Un mort est un mort. Qu'il soit RDR, qu'il soit FPI, c'est un mort. Mais pourquoi les gens sont morts, c'est ce que je veux savoir. Donc, je ne pleurerai pas, d'accord, je ne pleurerai pas pour un mort parce qu'il est RDR ou pour un mort parce qu'il est FPI. Pour moi, un mort est un mort. Et un mort est un mort de la bêtise noire. Parce que vous êtes tous imbibés de l'ignorance de ces hommes politiques pour lesquels vous vous battez, mais vous ne savez pas à quel lait et à quelle mamelle, en fait, ils sont agrippés. Et moi, je ne bois pas de ce lait. C'est pour cela que je vous ai dit que je ne suis pas militant d'un parti politique. Parce que la première des choses que j'ai pour un candidat, quand il se présente, je veux savoir qui le finance, d'où il vient et quelles sont ses motivations. Voici la différence entre vous et moi. Vous demandez de quelle ethnie est-il? Qu'est-ce qu'il peut faire pour votre région? Qu'est-ce qu'il peut faire pour votre village? Et ça, ce n'est pas être patriote. Et c'est vous aujourd'hui qui donnez des leçons de morale aux gens pour dire aux Ivoiriens de s'unir. Je ne mangerai pas de ce pain. Je pense que vous êtes plutôt en fait dans un esprit, dans un état de jouissance de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Votre motivation n'est nullement patriotique. Vous avez une motivation en fait du divertissement. Pardon? Tu t'as appelé maman? Non, je n'ai pas appelé maman. Vous êtes dans une notion du divertissement. Ça va vous passer. Et c'est ce que je disais. Puisque la théorie du choc en fait est ce qu'il y a de mieux pour des gens qui sont énormément distraits. Donc j'espère, je ne souhaite pas que vous surfez en fait dans un pan de victoire. J'espère que une défaite
vous fera revenir un petit peu à la réalité et vous constaterez que vous êtes toujours dans le firmament de vos bêtises. Donc de grâce, arrêtez d'insulter les morts qui n'ont pas encore la quiétude de leur esprit. Parce que quand vous venez vous prôner une certaine paix, ceux qui sont morts injustement, ceux qui sont morts inutilement, souffrent davantage en fait dans leurs esprits. Laissez les morts tourmenter, essayez de se trouver un abri au lieu de venir jouer la comédie sur la toile. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais connu un peuple, d'accord, qui s'est uni à partir d'une partie de football. Mesdames et messieurs, je vais clore cette première partie et apprenons à nous respecter. Nous sommes des adultes. Quand vous levez le matin pour grouiller, pour réfléchir, pour savoir comment vous nourrir, arrêtez un peu de jouer avec vos esprits. Essayez aussi de vous faire respecter avant que les autres vous respectent. On se plaint toujours que les blancs, on se plaint toujours que les jaunes ne nous respectent pas, mais c'est parce que malgré la blancheur ou le côté grisâtre de notre capillaire, on reste encore de grands enfants. Il y a de grandes batailles à faire. Justice pour tous les Ivoiriens, quel que soit notre lieu de provenance, et justice aussi par rapport à ce que ces ministres et ces gens qui sont à la tête de l'État font, empillant nos ressources et ne se font jamais juger. Mesdames et messieurs, je termine cette première partie. Alors, la deuxième partie, j'ai dressé une liste aujourd'hui de l'ensemble des entreprises sénégalaises. J'en ai donné une 60aine. Et j'ai vu des gens s'offusquer. Il y a quelqu'un qui est venu mettre une sainte blanc, tu es un populiste. Je vous ai mis un pan du nombre d'industries, de sociétés, d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il y en a à peu près 1000. 1000. Et à peu près 300 à 400, d'accord, multinationales. Quand une entreprise est une multinationale, c'est qu'elle a un capital assez conséquent. D'accord, elle est sur plusieurs champs. Donc, ça vous donne matière à réfléchir. Et il y a un monsieur qui m'a donné le nom de Madame Jaber. Il dit, Madame Jaber est une Sénégalaise sur 4 générations. Elle est d'origine libanaise. Elle est Sénégalaise sur 4 générations. Je lui ai dit, ok, va vérifier si Madame Jaber fait partie, en fait, de la Chambre de commerce d'industrie des Libanais vivant au Sénégal. Il ne m'a pas répondu. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas contre les Libanais. Loin de là. J'ai fréquenté avec des Libanais. J'ai des amis même de longue date que j'ai perdus qui sont Libanais. Et ça ne posait absolument pas de problème. Parce que quand on dit des choses, on pense qu'on est des extrémistes et autres. Les Libanais qui ont le passeport ivoirien, si vous êtes ivoirien, vous proclamez votre nationalité ivoirienne, il n'y a pas de problème. Notre but, c'est d'investir au pays, et créer de l'emploi. Mais je ne peux pas admettre que vous êtes ivoirien et que vous soyez en Côte d'Ivoire et que vous soyez dans la chambre de commerce d'industrie des Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Normalement, vous devez être dans la chambre de commerce et d'industrie, d'accord, de Côte d'Ivoire. De telle sorte que vous aidez les entrepreneurs qui rentrent là à leur donner des filons. Pourquoi vous avez le passeport ivoirien, mais vous êtes toujours dans la chambre de commerce d'industrie des Libanais vivant en Côte d'Ivoire? C'est quoi la différence? La chambre de commerce d'industrie des Libanais vivant en Côte d'Ivoire et la chambre de commerce et d'industrie. Soyez dans la chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire. On est tous ensemble, on est tous dans la même merde, on se donne, on est patriotes, on se donne la main et puis on travaille. Comment se fait-il que vous êtes ivoirien en même temps, mais près de 70% de votre capital va vers le Liban? Vous êtes en Côte d'Ivoire, tu as accepté la nationalité ivoirienne. On peut aider ses parents d'origine, mais on ne peut pas tout envoyer comme ça. Puisque la diaspora libanaise en Côte d'Ivoire aide au moins à 70%, l'État du Liban qui est en faillite a tenu. Il y a un problème. Il y a un gros problème là. Si on est tous dans les problèmes, on se met tous dans les problèmes ensemble. Mais vous ne pouvez pas choisir le côté festif, ludique de la chose, venir parler nouchi, venir parler tant fait. Non, 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 on reste ensemble. Il y a un problème, on reste ensemble, on gère nos problèmes ensemble. C'est ça aussi le patriotisme. C'est pour cela, moi, je vous dis pourquoi je n'ai pas changé de nationalité. Je suis arrivé ici mineur. Je pouvais changer ma nationalité française. J'ai eu des occasions. Il y a quelqu'un, même un Camerounais, qui a fait une vidéo qui dit que l'État français te propose, quand tu peux rendre service ou quand tu es important, d'accord, de changer de nationalité. Moi, je ne sais pas si je suis important, mais moi, on m'a fait la proposition. On m'a fait la proposition étant mineur. Je me rappelle quand même ma tante était informée de mon refus. Quand elle a expliqué à mes parents, à l'époque, les gens m'ont insulté. Parce qu'il y a des tontons qui étaient sans papier et tout. Ils m'ont dit, mais petit, tu es malade. Toi, tu es ici, on te demande, on te propose la nationalité. J'ai dit non, mon père m'avait dit que quand je finissais mes études, je retournais. C'est la guerre en Côte d'Ivoire en 2010 qui a fait que je suis resté. Parce qu'en temps, j'ai rencontré la mère de mes enfants et autres. Je venais de terminer, donc même pas, j'étais dans mon master au Canada. Je partais faire mon master au Canada en sciences politiques d'ici. Et je suis resté. La vie a fait que. Je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Donc, il faut qu'on soit clair.
Au lieu de dire, de pointer du doigt le populisme, ce n'est pas le populisme, c'est une question de principe. Vous épousez la nationalité d'un pays, vous respectez les lois de ce pays, vous êtes une valeur ajoutée pour ce pays, vous investissez dans ce pays. À partir du moment où tu acceptes, d'accord, la nationalité d'un pays, tu te considères comme un enfant de ce pays, tu contribues à la richesse, à la défense, à la protection de ce pays. On ne prend pas une nationalité pour une façon X ou Y ou pour une façon occasionnelle. Moi, je n'ai pas pris la nationalité française pour dire que, bon, ok, je vais prendre la nationalité française pour ne pas avoir des difficultés de visa pour retourner en Côte d'Ivoire. C'était pas ça. Je me suis dit qu'à partir du moment où je partais faire un sermon directement à la mairie pour aller jurer devant les armoiries de la France, s'il y a la guerre en France, je m'engage pour la France. C'est pour ça que je n'ai jamais pris. Mais je me comporte dans ce pays en respectant leurs lois. Je paie mes taxes, je fais ce qu'il y a. Est-ce que vous me voyez faire des vidéos où je critique la politique interne française? Vous m'avez déjà vu faire des vidéos où je critique la politique interne française? Où je parle tout le temps des partis politiques français? Parce que je ne suis pas citoyen de ce pays. J'y vis, mais je n'ai pas à me mêler de ce qu'il y a d'interne. Quand je pointe la France, c'est par rapport à mon pays d'origine. C'est par rapport à mon pays d'origine. Parce que c'est comme ça, il ne faut pas déranger la quiétude des gens. Si j'avais épousé la nationalité française, vous allez me voir. Je m'y connais très bien dans la nationalité, dans la politique française. Mais j'en parle pas comme ça. Parce que je me dis que je ne me dois pas. Même si j'ai le droit. Parce que je peux participer à des élections locales et tout ici. Je peux parler de la municipalité, je peux parler de la région en parlant de la politique de Pécresse. Mais ça ne m'intéresse même pas. Parce que je n'ai jamais voté. Mais quand il s'agit de mon pays d'origine, je m'y intéresse. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est une question de logique, hein. Donc, mesdames et messieurs, j'ai terminé. J'espère avoir été clair. Je vais être aussi court parce qu'il se fait tard. Je vais rentrer me reposer. Mais ne jouons pas avec notre pays. Qu'on soit pour ou contre ce que je viens de dire, parler de la réconciliation, parler de l'union des Ivoiriens, c'est un grand, grand mot. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore dans une forme de normalité. On n'est pas dans une forme de choses normales. Depuis des bonnes années, on vit dans l'anormalité. On n'est pas dans une chose normale. Macky Sall vient de nous le démontrer. Nos parents de la CEDEAO vient de nous le démontrer. On critiquait les gens de faire des coups d'État. Aujourd'hui, il y a un coup d'État constitutionnel. Parce que les motifs même qui sont évoqués par Macky Sall sont des motifs et des prétextes fallacieux. Mais c'est normal. Moi, je ne suis pas choqué. Parce qu'on est dans une dynamique, on est dans une façon de voir et de diriger. Donc, c'est les intérêts, c'est le business. Il faut avoir les yeux pour comprendre, et voilà. Mais nous sommes dans une forme d'anormalité. L'État de Côte d'Ivoire, pour moi, ne fonctionne pas comme il se doit. Comme il se doit. L'État de Côte d'Ivoire ne fonctionne pas comme il se doit. C'est du copinage. C'est des gens qui sont incompétents, qui sont mis à la tête d'institutions. On dilapide les ressources. On ne fait pas de politique de gestion. On se choisit des budgets de souveraineté à la hâte. On fait du 49.3 bis à notre manière. On vit même un peu, excusez-moi, c'est une monarchie, mais une monarchie même qui n'est pas belle. C'est-à-dire une monarchie même qui ne respecte pas ses sujets. Donc, on est dans le culte de la personnalité, c'est-à-dire que quand on s'exprime en Côte d'Ivoire, on est obligé de remercier le président. Et ça, c'est le truc que je déteste le plus. Mais le coup d'État, même quand vous dites le coup d'État constitutionnel, un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, c'est quoi, madame? Vous faites des cours. Un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, c'est ce qui semble inconstitutionnel, d'une manière comme d'une autre. Le coup d'État constitutionnel est une expression qui est attribuée au coup de force fait par M. Macky Sall. Personne ne l'a fait et ça n'existe même pas dans les lois sénégalaises. On se crée des amendements, on se crée des lois votées au Parlement pendant que la gendarmerie vient exfiltrer en fait le parti d'opposition. On vote nuitamment en fait des lois, c'est bon. Oui, c'est bon, mais tu me dis, c'est ok. Ils ont fini là? Qui? Ah oui, hey. Ah ouais. Oui, si. Bon, je vous remercie. Je vous remercie et j'aurai à continuer. Ciao. On va continuer plus.